Rosa Moussaoui, je disais, rédactrice en chef à l'Humanité. Bonjour Rosa, comment tu vas? Salut Théo, ça va et toi? Ça va très très bien. Et Florent Ledu à ma droite, journaliste à la rubrique politique, spécialiste notamment de l'extrême droite. Tout à fait. Voilà. On est ensemble, alors avec Florent pendant à peu près 1 heure, avec toi Rosa pendant on va dire un petit quart d'heure, parce que comme le disait Raphaël, tu as plein d'autres choses à faire en tant que rédactrice en chef, alors que toi Florent, tu n'as rien du tout à faire. Il a un papier à faire. J'ai juste un récit de la vie de Jean-Marie Le Pen à faire pour ce soir. Voilà. C'est tout simple. Donc c'est de ça dont on va parler ensemble pendant une petite heure. Donc Jean-Marie Le Pen est décédé. Voilà, breaking news, si vous n'étiez pas encore au courant dans le chat. Et on va discuter ensemble à la fois des choix du journal, du traitement de Jean-Marie Le Pen, et puis aussi de revenir un peu sur la vie de Jean-Marie Le Pen, pour voilà, comprendre un petit peu et revenir sur quelques éléments particulièrement nauséabonds. Rosa, on t'a demandé de venir parce qu'il y a une qui a fait beaucoup parler. Cette une-là, elle a fait beaucoup parler dans les kiosques, sur les réseaux sociaux, dans les médias, un peu partout. J'ai vu beaucoup de gens saluer cette une. Peut-être Rosa, est-ce que tu peux à la fois nous expliquer la une, mais aussi nous expliquer comment vous êtes arrivé à ce choix de titrail, d'image aussi, parce que l'image est assez forte. Est-ce que tu peux nous raconter la journée sur ce choix et cette signification? Ouais. Alors, une, c'est toujours un peu compliqué à faire. Celle-là l'a été un peu moins parce qu'on avait une certitude, c'est qu'on n'avait pas forcément envie de figurer Jean-Marie Le Pen. On voulait figurer ce qu'il représentait et effectivement toute la haine que ce personnage politique a pu incarner tout au long de sa vie politique. C'est pour ça qu'on est parti sur cette histoire du poignard. En fait, on se souvenait, c'était au tournant des années 2000. C'est la journaliste du Monde, une journaliste du Monde, Florence Baugé, qui avait enquêté en fait sur les actes de torture commis durant la guerre d'Algérie par l'armée française. Et elle était tombée sur cette histoire, c'est que Jean-Marie Le Pen, pendant ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, qui n'était pas en fait une bataille, c'était une opération de répression conduite par l'armée française à laquelle finalement le pouvoir civil avait donné les pleins pouvoirs au général Massu pour organiser la répression des indépendantistes algériens. Et au cours de cette séquence, mais aussi tout au long de la guerre d'Algérie, l'armée française a usé de manière massive de la torture pour réprimer ceux qui se battaient pour l'indépendance de l'Algérie. Et donc Le Pen, lui, n'était pas un appelé, en fait, c'était un engagé volontaire. Il s'était déjà engagé dans une autre guerre coloniale auparavant, la guerre d'Indochine. Et en 1957, il part pour 2 mois et demi à Alger participer à ces exactions. Et en fait, ce couteau a été retrouvé dans une maison de la Casbah d'Alger après une nuit de torture et de supplices infâmes que les parachutistes français ont fait subir à Ahmed Moulay. Et en fait, c'est le fils de cet homme qui avait fini par être exécuté après toute une nuit de torture. C'est son fils qui a montré ce couteau que la famille avait gardé à Florence Baugé, qui l'a évidemment photographié. C'était une des preuves matérielles, là, réelles, c'est pas simplement des témoignages, une preuve matérielle du fait que Le Pen avait commis la torture, mais lui-même d'ailleurs ne s'en était jamais caché. En fait, on ressort ça dans cette édition, mais en 1962, dans les colonnes du journal Combat, Le Pen dit « Je n'ai rien à cacher, j'ai torturé parce qu'il fallait le faire ». Donc il assumait complètement ce passé de tortionnaire en Algérie. Donc voilà pour l'histoire de ce poignard qui est en fait fait sur le modèle des armes que possédaient les jeunesses hitlériennes. Il l'avait fait faire, gravé à son nom, etc. Et puis, La haine et son métier, c'est une référence à La mort est mon métier, ce roman de Robert Merle qui raconte en fait l'action, enfin, qui raconte en fait le parcours de Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz. Robert Merle avait travaillé sur la base des entretiens qu'un psychologue américain avait menés au moment du procès de Nuremberg avec ce commandant du camp d'extermination de Auschwitz. Et donc voilà, ça résonne aussi avec le passé de Le Pen, qui, il faut le rappeler, a fondé le Front National avec des Waffen-SS, avec des collaborationnistes, etc. Et c'est aussi quelque chose qu'on voulait signifier, c'est que s'il faut retenir quelque chose du bilan de Le Pen, c'est que
Il arrive après la Seconde Guerre mondiale à la tête d'une extrême... Il se fait d'abord élire député poujadiste, mais son ambition, c'est en fait de relégitimer, de remettre en selle une extrême droite qui avait été complètement discréditée par son passé de collaboration avec l'occupant nazi, et il se saisit des guerres coloniales en fait pour essayer de remettre une espèce de vernis patriote à cette extrême droite qui en fait était en collusion complète avec l'occupant allemand, d'où aussi la place que prend ce passé colonial dans la mythologie de l'extrême droite française. Finalement, la guerre d'Algérie, c'est aussi un peu le creuset dans lequel s'est refondée cette extrême droite française jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Rassemblement national qui en est l'héritier. Je vois pas mal de gens dans le chat nous reféliciter encore une fois de cette une. N'hésitez pas, vous pouvez toujours l'acheter parce que j'ai entendu Fabien Gued tout à l'heure qui disait que le journal, cette édition, était encore disponible quelques jours dans les kiosques. Oui, on a décidé de la laisser en kiosque un peu plus longtemps, de la mettre aussi dans plus de kiosques que d'habitude. Donc normalement, vous devriez encore pouvoir vous la procurer aujourd'hui. Parce qu'effectivement, tous les articles sont évidemment accessibles sur Internet, mais cette une, moi je trouve ça quand même différent de l'avoir en papier, quoi. Moi je sais que c'est un numéro que je vais garder chez moi, qui va un peu faire trace dans aussi la couverture de l'UMA. Donc n'hésitez pas à aller vous procurer un numéro de l'Humanité du mardi, c'était ça, on était mardi. C'était l'édition de mercredi, pardon. Mercredi, mais c'est vrai que tu as raison de le souligner. Nous, notre idée, c'était aussi de créer une archive avec un numéro un peu fort, parce que c'est vrai que toutes ces années de dédiabolisation, de ripollinage, etc., ont eu tendance à faire oublier ce passé antisémite, collaborationniste, raciste, tortionnaire, homophobe, etc., etc. Et donc, on voulait créer une archive qui rappelle aussi tout ça, qui rappelle d'où vient le Rassemblement national, rappeler la filiation dans laquelle s'inscrivent Marine Le Pen, Jordan Bardella, etc., qui n'ont rien des enfants de cœur qui le campent, quoi. Et c'est aussi cette dimension-là, tu me dis si je me trompe, Rosa, mais qui a disqualifié assez rapidement une idée de titre qui était venue rapidement, mais même depuis plusieurs mois, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on réfléchit aussi à cette une et au moment où... notre traitement au moment où Jean-Marie Le Pen serait mort. Il y avait l'idée, je pense une des premières qui est venue spontanément, c'est mort de Jean-Marie Le Pen, un point de détail de l'histoire pour reprendre ses mots. Mais c'est pas du tout un point de détail de l'histoire. Absolument. Non seulement c'est pas un point de détail de l'histoire, mais par ailleurs, nous, on voulait pas, disons, prendre un peu de manière désinvolte des provocations dont Le Pen avait été l'auteur, parce que finalement, les reprendre à notre compte, c'est aussi les banaliser, et c'est quelque chose aussi qu'on se refuse à faire, quoi. Il y a aussi, je voulais revenir sur un truc, c'est sur le chapeau, parce que le titre évidemment, la photo évidemment, mais le chapeau, alors bon, très bien, des choses assez pragmatiques, mais la dernière phrase là, ces idées pestilentielles lui survivent. Et pourquoi je le souligne? Parce que c'est une idée qui a fait beaucoup de débats sur notamment les gens qui allaient fêter la mort de Jean-Marie Le Pen à République et partout en France. C'était oui, mais il faut pas oublier que ces idées restent toujours là. Et je trouvais ça important de le mentionner aussi en une, quoi. Que même si effectivement on marque le coup sur la mort du personnage, de marquer en une qu'il a fait beaucoup de mal et que le mal qu'il fait est encore très présent, il faut le mentionner, quoi. Oui, ces idées se sont non seulement banalisées, enracinées jusque dans l'espace médiatique, et quelque part c'est un peu une alarme aussi qu'on voulait avoir à la une, en disant attention, quoi, c'est pas parce que lui est mort et enterré que c'est le cas de ses idées. Au contraire, le fait de se remémorer ce passé, ce creuset de l'extrême droite française doit être pour nous, toute cette mémoire-là doit être pour nous une arme pour combattre aujourd'hui les idées de l'extrême droite qui se sont banalisées de manière complètement affolante. Il y a un certain nombre de choses aujourd'hui que peut raconter l'extrême droite sur le grand remplacement, sur l'immigration, sur des propos qui étaient inadmissibles il y a 20, 30 ans et qui aujourd'hui sont repris dans le langage courant des plateaux télévisés, des studios de radio. Et, au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, à l'Assemblée nationale, dans les institutions. Et nous, on veut aussi tirer la sonnette d'alarme sur l'enracinement et la banalisation de ces idées-là et la nécessité absolue de les combattre pied à pied aujourd'hui. Et aussi parce qu'on est dans une période où
on nous installe dans une forme de fatalisme pour nous déprimer et pour nous désarmer, en nous disant de toute façon, l'épilogue de cette crise politique, ce sera forcément une arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Et ben, il faut qu'on sorte de ce fatalisme-là. La France, c'est quand même un pays où l'extrême droite n'est jamais arrivée au pouvoir par les urnes. Hein. Pétain n'a jamais été élu par le peuple français. Je pense que la société française, contrairement à d'autres sociétés en Europe, mais ailleurs dans le monde, elle a des ressources pour résister à l'extrême droite. Elle a des ressources pour conjurer le scénario d'une arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et c'est tout ça aujourd'hui qui nous appartient urgemment de mobiliser pour empêcher que le pire n'advienne. Peut-être dernière question, Rosa. Je vois quelqu'un dans le chat. C'est une historique très puissante. Il vous a fallu combien de temps pour la valider? Alors, tu disais qu'en fait, Florent, que ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous commenciez à y réfléchir. Mais est-ce que tu peux raconter un peu ce processus de création, de choix, de validation? Donc, on apprend la mort de Jean-Marie Le Pen, je crois, en début d'après-midi, vers 13-14 heures, il me semble. Oui. Donc, évidemment, ça chamboule toute la programmation du quotidien du lendemain. Je ne sais plus ce qui était prévu à la base. Je crois C'était sur la peine de mort. La peine de mort, voilà. Mais donc, il y a des pages qui sautent. Il faut tout réimaginer, il y a des papiers qui sont prêts, des nécros, il faut en écrire d'autres. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter, puis toi aussi Florent, en tant que journaliste politique à la rubrique, est-ce que vous pouvez nous raconter ces quelques heures de construction du journal Ouais, alors en fait, c'est allé très vite. Et puis, comme l'info est tombée relativement tôt dans la journée, ça nous a quand même facilité la tâche. D'autant qu'à l'Humain, on a un super service politique qui est extrêmement réactif, qui avait travaillé aussi en amont, parce qu'il y avait une première alerte au moment du procès de Marine Le Pen. Donc, on avait préparé des articles en amont. Puis il y avait notamment une nécrologie, une grande nécrologie de Grégory Marin. Qui était déjà écrite, qu'on avait retravaillée. Retravaillé plusieurs fois. Voilà. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand il y a eu une alerte... j'ai plus exactement la date, ça devait être en octobre, il me semble, le jour des réquisitions dans le procès RN. Il y a le bruit qui court. Moi, je suivais le procès. Il y a le bruit qui court. Un moment vers midi, Jean-Marie Le Pen est hospitalisé. A priori, il va recevoir l'extrême onction. Ça, c'est la fin, machin. Donc là, aussitôt, moi, j'appelle la rédaction et tout se met en branle, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient prévues déjà. On savait, évidemment, à 96 ans, dans un journal, on prévoit la mort d'un personnage aussi important. Mais voilà, l'idée à ce moment-là, c'était, ok, quel autre angle que raconter sa vie et raconter voilà, l'horreur de tout ce qu'il a pu dire et tout ce qu'il a fait progresser comme idée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là que l'idée de reprendre 5 grandes idées de Jean-Marie Le Pen et comment elles se sont imposées dans le débat est venue. L'idée d'avoir un entretien sur l'anticommunisme de Jean-Marie Le Pen, un papier spécifique sur son antisémitisme, sur l'Algérie également. Donc tout ça, c'était à ce moment-là que vraiment ça s'est programmé. Et il me semble qu'on a rajouté mardi un seul article qui n'était pas prêt. Alors évidemment, on a tout retravaillé, tout bien relu et retravaillé comme on pouvait. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul papier qui est en plus, c'était celui des réactions, des réactions politiques et réactions, je pense qu'on va y revenir après, mais qu'on dit beaucoup sur le climat actuel. Normalement, j'ai ouvert tous les papiers là, dans les onglets, donc après on pourra les passer en revue si tu veux en dire 2 mots, Florent. Et juste sur la une, en fait, tout est allé très vite aussi parce qu'on connaissait l'histoire du poignard. Donc tout de suite, on a eu l'idée de tester une une avec ce poignard. Le titre, on y avait réfléchi avant et du coup, les choses se sont faites relativement vite, quoi. Il y a une chose qui a été décidée vraiment quelques minutes avant le bouclage. Si on regarde bien la une, c'est est-ce que on fait ce qu'on appelle une pleine une, donc que ça, ou est-ce qu'on garde ça? Les gens la voient à l'écran. Comment on appelle ça? Un cabochon? Une surligne. On avait un bon dossier de Pierrick Marissal sur Musk. Et on s'est dit sur les tentatives de déstabilisation, les appels de Musk à soutenir l'extrême droite en Allemagne, etc. Et on s'est dit que c'était quand même important de garder un autre sujet fort à annoncer à la une du journal, quoi. Ça a fait un peu débat entre nous. Et au final, on a fait ce choix-là parce que ça résonne aussi, je veux dire, sur l'avancée des idées d'extrême droite. Musk joue aujourd'hui un rôle délétère dans le soutien aux extrêmes droites partout dans le monde et particulièrement en Europe. Et donc voilà, ça renvoie aussi à l'alarme dont je parlais tout à l'heure. C'était l'idée d'inscrire cet événement dans le monde qui est aujourd'hui, hélas, le nôtre, quoi.